Madame la ministre, vous êtes ici, chez vous. Vous êtes chez vous parce que vous êtes devant des éditeurs et des collègues une auteure. Vous êtes chez vous parce que vous êtes ministre de la Culture et de la Communication. Et si j'ai bien écouté ce que vous dites, c'est qu'au-delà de ce qu'apporte la culture à chacun d'entre nous, individuellement ou collectivement, vous souhaitez que la culture soit vécue comme un enrichissement, pas seulement de l'esprit, mais du pays. C'est ce que, depuis 5 ans, nous cherchons à faire en Avignon, et donc votre présence ici, plus qu'aucune autre, est la bienvenue. Merci d'être venu d'un admirable terrain viticole qui appartient également à la culture, pour un autre, car la région d'Avignon est très fière de ses vins, pour nous faire part de la façon dont aujourd'hui vous voyez les problèmes qui se posent à la culture, ou plutôt comment la culture peut résoudre les problèmes qui se posent par ailleurs. Merci de votre venue. Bien. Je n'ai pas l'habitude de parler dans un conclave. Alors tout d'abord, on peut se demander effectivement quel est le sens que l'on peut donner à une action en matière de politique culturelle nationale. Monsieur le Président Seydoux l'a dit, la culture, c'est évidemment d'abord et avant tout un vecteur d'émancipation individuelle, une ouverture d'esprit, une occasion d'enrichir son esprit critique et puis bien sûr un éveil à la sensibilité esthétique, artistique. C'est donc une émotion individuelle, intime, mais c'est aussi évidemment une rencontre, un échange, un partage avec l'autre, avec les autres, au premier rang desquels évidemment l'artiste lui-même, le créateur ou le groupe de créateurs d'ailleurs, parce qu'on a souvent une vision trop individualiste de l'acte créateur. Mais ce faisant, évidemment, cette rencontre entre l'artiste et son public, entre le public et l'artiste, est aussi une inscription dans la cité. Évidemment, je n'invente rien. Et l'art est donc éminemment processus politique. C'est ainsi qu'il devient culture, au sens précisément d'échange socialisé. Mais c'est un échange socialisé qui s'inscrit dans un champ qui est économique et dans lequel, évidemment, nous devons faire valoir, non pas nos droits, mais notre espace et la vivacité de l'ensemble du tissu économique culturel, ensemble du tissu évidemment des acteurs culturels sur tous les territoires de notre pays et tous les territoires européens. On le voit trop souvent de manière négative, à savoir au moment où ça dysfonctionne, au moment où il y a une suspension des activités culturelles. Eh bien, c'est dans ces occasions-là, et je pense à effectivement ce qui s'est passé il y a bientôt 10 ans, au moment de la crise des intermittents qui ont mis un terme, enfin qui ont suspendu l'activité du Festival d'Avignon. C'est à ce moment-là que peut-être certains ont pris conscience de l'importance économique de la culture pour notre pays et pour ces territoires. Alors, pour moi, effectivement, il est important de pouvoir aujourd'hui affirmer, parce qu'on est dans un contexte de crise économique, bien sûr, mais aussi un contexte de crise du politique et sans doute aussi de crise morale, de donner un sens, affirmer et donner un sens à la culture. Les difficultés pourraient en effet nous conduire à nous replier sur nous-mêmes, à la fois un repli identitaire, mais un repli aussi économique sur des activités plus traditionnelles de la politique économique, activités industrielles des domaines traditionnels, bien sûr. Et une crise aussi parce que l'intérêt général
et l'intérêt collectif semblent s'estomper parfois à mesure que croît l'incertitude économique. La culture est souvent vue comme une passion française, un supplément d'âme, un luxe que l'on peut donc se payer lorsque tout va bien et que l'on doit utiliser comme variable d'ajustement en période de crise. Mais cette passion, c'est l'un des ferments de la citoyenneté. La culture donne tout son sens à la notion d'espace public et aussi permet de dessiner un avenir. Alors, il faut qu'on trouve les moyens d'évaluer le gain, les externalités positives, pour parler en langage d'économiste, que produit la culture, les secteurs culturels au sens large. Évidemment, la culture est un moyen de lutter contre les forces centrifuges de la crise, les forces qui inciteraient à un repli protectionniste et nationaliste. Ça va souvent ensemble. Et comme je l'ai dit, la culture étant par définition partage, échange, dialogue, eh bien, ne peut pas s'envisager sans une ouverture, au contraire, une ouverture large, une circulation des œuvres et des personnes. Et donc, elle s'inscrit en faux. Elle fait contrepoint à cette tendance au repli en période de crise. Il n'y a donc pas de culture sans commerce et sans échange. Et de même qu'il n'y a pas de culture sans commerce, il n'y a pas non plus de commerce entre les nations, entre les peuples sans culture. Et j'ai tendance à dire qu'il n'y aura pas de redressement productif sans redressement créatif pour notre pays. Alors, pour parvenir à cela, eh bien, une étape indispensable, c'est bien sûr de refonder le rapport entre l'économie et la culture, de construire une doctrine sans angélisme ni dogme, en tenant compte des réalités, évidemment, de façon à inscrire de manière crédible et assumer des priorités. Alors, je veux vous présenter ce chantier avec quelques exemples concrets, mais tout d'abord pour vous dire comment je conçois politiquement les rapports entre l'économie et la culture. La dynamique, elle est la même, ils procèdent tous les deux de l'échange. L'échange qui repose sur la reconnaissance de l'altérité, donc de la différence, et qui est au fondement des sociétés, de toute société moderne. Et pour exactement les mêmes raisons, il est au fondement, bien sûr, de la culture elle-même, par laquelle on appréhende ce qui est autre. Et ceci étant, je pense qu'il faut renouveler de manière profonde la description de la réalité économique de la culture. Alors, nous ne disposons pas encore de tous les outils qui seraient nécessaires pour mener à bien ce chantier. Ces outils, déjà, l'élaboration de ces outils va constituer un chantier précisément du ministère de la Culture au cours des mois et des années qui viennent. En effet, il y a beaucoup de données, beaucoup de statistiques qui manquent. Celles dont on dispose sont trop hétérogènes, n'ont pas assez de profondeur historique. Et par exemple, nous savons avec certitude combien l'État consacre à la culture chaque année dans son budget. Il dépense environ 11 milliards d'euros. 7,4 milliards sont le fruit du ministère de la Culture et de la Communication, 3,6 milliards pour les autres ministères. Et ainsi, le ministère de l'Enseignement supérieur, vous le savez, a des musées, le ministère des Affaires étrangères aussi, celui de la Défense qui entretient des monuments historiques et ainsi de suite. Donc l'État dépense 11 milliards. Mais combien dépensent les collectivités en matière culturelle? Est-ce plus, est-ce moins? On a tendance à dire que les collectivités assument les 2/3 des dépenses culturelles en France. Or, cela n'inclut pas, par exemple, le coût du prêt des collections qui sont des collections évidemment nationales. Ça n'inclut pas non plus la formation des professionnels, des fonctionnaires qui sont les fonctionnaires du ministère de la Culture, et ni des écoles qui ont formé l'ensemble des professionnels sur tous nos territoires. La dernière enquête sur le sujet, elle date de 2007. Et donc, il faut là aussi renouveler et avoir une expertise beaucoup plus fine, parce que ces chiffres nous seront indispensables dans non seulement l'évaluation, mais aussi la valorisation d'un certain nombre de politiques publiques. Combien dépensent les entreprises? Combien dépensent les ménages? Il y a des données, mais là aussi, elles sont éparses, elles sont discontinues. On ne peut donc pas comparer, on ne peut pas décrire avec précision pour
fonder des politiques efficaces. C'est pourquoi, à ma demande, et avec le soutien de Pierre Moscovici, le ministre de l'Économie et des Finances, eh bien, l'Inspection générale des affaires culturelles et l'Inspection générale des finances vont entamer ensemble un travail, une mission de méthodologie et de préfiguration de ces nouveaux outils d'évaluation économique du poids des secteurs culturels en France. Dans le même ordre d'idées, je souhaite évidemment mettre en évidence les mécanismes par lesquels la culture contribue à l'économie de notre pays, par lesquels elle contribue à l'emploi, bien sûr, ça c'est peut-être la partie la plus simple et la plus visible, mais aussi à l'investissement, aux échanges extérieurs, à l'attractivité, bien sûr. Ça nous semble évident, surtout ici en Avignon. Combien contribue la culture à l'attractivité de chacun de nos territoires, il serait intéressant d'avoir des évaluations économiques de cet impact qui, on s'en doute d'une manière intuitive, est absolument déterminant. À l'heure où on parle beaucoup de compétitivité pour notre pays et pour les régions, eh bien, il serait intéressant de voir à quel point la culture en France contribue fortement à la compétitivité. Je parle devant un public convaincu d'ailleurs parce que évidemment quand une entreprise par exemple cherche des raisons de s'implanter dans telle ou telle région, dans tel ou tel territoire, elle prend en compte et d'une manière qui n'est pas mince l'ensemble des facteurs et du paysage culturel qui l'entoure. Les secteurs marchands culturels regroupent 160 000 entreprises et emploient 2,3% des actifs. Leurs activités produisent 29 milliards d'euros de valeur ajoutée, c'est-à-dire 3 points de PIB. Et là aussi, pour donner un ordre de grandeur, qui n'est pas une comparaison, qui est une comparaison, mais qui n'est évidemment pas un jugement de valeur, c'est plus que l'agriculture, par exemple. Alors, je n'ai pas choisi cet exemple au hasard, puisque la contribution de la culture à la croissance économique est en général et injustement sous-évaluée. Les stéréotypes ont la vie dure. La culture est encore perçue comme un secteur non marchand, comme un secteur vivant essentiellement de subventions, réservé à quelques créateurs fantasques, pour le dire de manière sympathique, et à un public averti. C'est en tout cas considéré trop souvent comme tout le contraire d'une activité sérieuse. Et le problème qui se pose à nous quand on met en place des politiques publiques, c'est qu'effectivement, dans une période de crise économique, eh bien donc, la tendance serait de se dire qu'on va se concentrer sur les activités sérieuses et délaisser un petit peu ce qui est le fruit et le domaine des saltimbanques ou des amateurs éclairés. Et on considère que finalement, la culture, ça serait le domaine, le problème de l'État et de quelques généreux mécènes. Alors que, évidemment, vous l'aurez compris, la réalité est tout autre. J'en ai effectivement assez d'entendre ces discours qui considèrent la culture finalement comme une danseuse, comme une dépense, comme une activité un petit peu superfétatoire. On est, pour moi, avec les secteurs de la culture, au cœur du dur de l'économie. Et évidemment, on a parlé, Frédéric Martel l'a fait dans un ouvrage brillant de soft power pour les activités culturelles. C'est évidemment une démarche intéressante. Et en première analyse, évidemment, on ne peut que partager cela. La culture, effectivement, contribue de manière importante à la puissance d'un pays, à son rayonnement, et donc de manière indirecte aussi à sa puissance économique ou géopolitique. Mais ce n'est pas seulement du soft, on est aussi dans le hard, si je peux m'exprimer avec des termes anglais, on est aussi effectivement dans le dur et dans des activités économiques qui contribuent d'une manière très nette à l'activité de notre pays et de nos territoires. C'est tout à fait perceptible et tous les élus locaux le savent dès qu'il s'agit de leur territoire. Quand il s'agit des collectivités locales, quelle que soit leur échelle d'ailleurs, les élus locaux investissent dans la culture. Et ils ne le font pas simplement parce qu'ils auraient envie de laisser leur trace, leur empreinte dans une démarche un peu régalienne du prince généreux qui a toujours fait du mécénat avec la culture. Ils le font parce qu'ils savent que c'est bon
pour leur territoire, que cela crée de l'emploi, que cela crée du dynamisme et que ça, ensuite, ça leur permet d'attirer non seulement des habitants, mais aussi des activités, des entreprises et des travailleurs. Et ce qui est valable à l'échelle d'un territoire local, régional, est évidemment valable à l'échelle nationale. Alors pourquoi des élus, et je vois qu'il y en a un certain nombre parmi nous ce soir, pourquoi des élus qui localement savent à quel point la culture est importante, eh bien ne le reconnaîtraient pas et ne feraient pas les mêmes choix au niveau national. Il faut évidemment pour cela, et je vais continuer sur les outils, faire évoluer le discours habituel qui considère la culture uniquement par ses retombées économique, donc toujours d'une manière indirecte. Alors c'est le fameux effet de levier de la dépense publique sur l'activité directe, indirecte et induite. C'est évidemment beaucoup trop réducteur et en plus ce n'est pas spécifique aux activités culturelles. On n'a par exemple pas suffisamment tiré les conséquences du fait que la culture est l'une des très rares activités économiques qui agit simultanément sur tous les leviers de la croissance du PIB. La demande, l'investissement, la dépense publique, le solde des exportations-importations. Et à l'heure où on a un déficit de notre commerce, un déficit commercial qui est important, qui est flirté avec les 70 milliards d'euros, eh bien, les secteurs culturels, eux, sont en quelque sorte des exportateurs nets et donc évidemment une contribution importante pour notre pays. Alors, je vais prendre un exemple, c'est celui de l'architecture. L'architecture, c'est une activité rentable. Elle représente 14% du PIB culturel, avec un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros et plus de 4 milliards d'euros de valeur ajoutée. L'architecte, c'est évidemment à la fois un artiste, et un créateur en tout cas, et un ingénieur. Sans l'artiste, pas de réflexion globale sur le cadre de vie. Sans l'ingénieur, pas de maîtrise d'œuvre rigoureuse. Sans l'artiste, pas de geste architectural qui donne évidemment toute sa valeur à l'investissement immobilier et à l'urbanisme. Mais sans l'ingénieur, pas d'exportation du savoir-faire français, de ses filières. La France compte parmi les meilleurs architectes au monde. Nos étudiants remportent des prix internationaux. Je pense par exemple à l'équipe Rhône-Alpes, les écoles d'architecture de Lyon et Grenoble, qui ont obtenu en octobre dernier le prix de la compétition Solar Décathlon à Madrid, grâce à un projet très innovant d'habitat écologique qui est à la fois porteur d'ambition, d'une jolie patte architecturale et aussi bien sûr d'innovation pour le développement durable. Le deuxième grand sujet, c'est la place des acteurs publics et privés. Alors pour moi, évidemment, l'objectif, c'est de relégitimer l'action publique dans la culture. Une meilleure description de l'économie de la culture permet d'alimenter un travail de pédagogie auprès de l'opinion, auprès évidemment des décideurs politiques, auprès des acteurs économiques et financiers. Là aussi, un exemple qui est cher au président Sédou, le cinéma. Les principes qui organisent la régulation de ce secteur sont évidemment intéressants à la fois d'un point de vue économique et culturel. Le premier de ces principes, c'est celui qui a été mis en place après la guerre, celui d'une épargne forcée. Un producteur gagne de l'argent avec un film, eh bien, plutôt que de thésauriser ses profits, le CNC lui permet d'épargner ses gains dans le compte de soutien et lui impose de réutiliser cette épargne pour un nouveau projet de film. Le second principe, c'est celui ce qu'on peut dire comme profiteur-payeur, mais je n'aime pas beaucoup cette expression, plutôt le cercle vertueux du diffuseur qui contribue en fait au financement de la création qu'il va diffuser. Donc, principe du cercle vertueux. Quand les télévisions se sont développées, et aujourd'hui il doit en être de même de l'Internet évidemment, il a semblé tout à fait logique et pertinent que les diffuseurs contribuent à la production des films. Mais sans la puissance publique, jamais ce système vertueux n'aurait pu prospérer et continuer à exister. Et évidemment, c'est grâce à la puissance publique que ce système, ce cercle vertueux, ce mécanisme pourra s'adapter à l'ère du numérique.
Et expliquer ces principes, c'est montrer comment une collaboration originale entre l'État et l'ensemble des professionnels peut être fructueuse pour la diversité de l'offre culturelle, tout en reposant sur une logique économique profitable aussi pour les acteurs privés. Alors, décrire et expliquer, voilà donc un premier travail sur lequel nous devons avancer ensemble. Alors, ce travail, on doit le mener évidemment en France, mais pas seulement. Et c'est en Europe et international aussi, bien sûr, mais beaucoup en Europe, que ces affirmations, ces combats se jouent aujourd'hui. Les principes, en effet, de diversité culturelle et d'exception culturelle au service de la diversité, en dépit d'une reconnaissance officielle par les instances européennes, par l'OMC, par l'UNESCO, sont régulièrement battus en brèche par des politiques qui donnent toute la priorité à l'ouverture des marchés et à la concurrence par les prix. Et là encore, on doit reconstruire des coalitions de pays qui partagent un souhait commun d'une prise en compte des singularités de la culture et des politiques publiques qui y sont associées. Ça sera un travail long et difficile, mais évidemment, c'est là que se joue la préservation et le développement de nos outils nationaux d'exception culturelle, mais aussi, bien au-delà, la possibilité d'un rebond du projet européen qui est aujourd'hui, et c'est le moins qu'on puisse dire, enlisé. Et une vision trop étroite, trop schématique et trop à courte vue des principes de l'Union européenne conduit parfois la Commission à, au nom de la libre concurrence, à vouloir censurer un certain nombre de dispositifs qui pourtant ont fait leurs preuves. Alors certes, ils ont fait leurs preuves en France et nous en sommes fiers et nous le revendiquons, mais pour autant cette exception culturelle n'a jamais été conçue comme une exception culturelle française. C'est une exception culturelle précisément pour la culture, pour la création. Ce sont donc des mécanismes vertueux de régulation économique du secteur de la création qui sont applicables et qui d'ailleurs pour certains sont repris dans d'autres pays européens ou internationaux. Cette exception culturelle, elle est donc absolument indispensable et nous devons bien sûr la défendre à l'ère de la mondialisation, alors aussi du numérique, nous devons aussi l'adapter, mais elle est plus que jamais nécessaire et indispensable pour redonner à l'Europe un espoir, un avenir, un projet commun autour du développement culturel. Alors ce qui est valable en termes de projet politique l'est aussi évidemment en termes de développement économique. Parce que si le projet européen s'est enlisé, il n'y a pas que le projet qui s'est enlisé, et l'économie de nos pays européens, et singulièrement de la zone euro, n'est pas florissante. Et à travers, là aussi, pour utiliser un langage d'économiste, des avantages comparatifs non seulement de la France, mais bien de l'Europe tout entière, bien nous devons nous appuyer sur les secteurs culturels comme étant des leviers essentiels et parmi les avantages comparatifs de nos pays. Des secteurs en fait d'excellence, des secteurs où grâce à notre patrimoine et grâce à la vitalité de notre création, qui sont les deux faces de la même médaille culturelle, eh bien nous pouvons fonder des politiques d'économie de la culture dynamiques, innovantes et donc créatrices d'activités et d'emplois qui nous permettront évidemment d'avoir toute notre place au sein de la mondialisation. La très forte pression pour remettre en cause ces principes de l'exception culturelle, c'est évidemment une réalité, malheureusement. De la même manière, les ressources publiques disponibles subissent aujourd'hui une contrainte budgétaire très forte à laquelle la culture ne peut échapper. Là aussi, c'est un fait. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'on subit ces pressions économiques en faisant le gros dos, en espérant que l'orage passe ? Attend-on par exemple que l'ensemble de nos réseaux de libraires indépendants, de proximité, ferment les unes après les autres sous la pression d'arrivée d'acteurs qui, eux, cherchent à échapper aux mécanismes de financement de la création, en l'occurrence de la chaîne du livre, patiemment mis en place au cours des décennies passées? Ou bien peut-on refuser cette posture résignée, désespérante, et affirmer la possibilité d'une politique culturelle tout à la fois évidemment française, mais aussi européenne, qui soit à la fois efficace, pertinente et susceptible d'être partagée par nos voisins? C'est évidemment
mon ambition, notre ambition à tous. Et je crois en plus que cela correspond à une attente très forte de l'ensemble de nos concitoyens, français et européens. Car la culture, bien entendu, c'est du développement économique, mais c'est là que le cercle est vertueux lui-même. C'est aussi un mode de développement qui repose sur d'autres valeurs que la simple recherche du profit. Et puisque Joseph Stiglitz avait été chargé d'un rapport sur la contribution des secteurs économiques à l'augmentation du bonheur brut en France, eh bien on peut dire, en tout cas sans se tromper et avec une assurance certaine, bien qu'immodeste, que la culture contribue assurément à l'augmentation du taux de bonheur brut dans nos pays. Donc j'affirme bien sûr que l'ambition culturelle doit être une ambition européenne qui est seule à même d'assurer un véritable contre-pouvoir face à des logiques de marché globalisées, notamment celles de grandes entreprises qui, parce qu'elles utilisent des technologies qui leur permettent d'échapper d'une manière plus fluide aux régulations, eh bien, font peser une menace finalement sur l'ensemble d'un secteur, mais aussi sur évidemment l'intérêt général. Alors, les priorités que j'ai identifiées pour ma part, c'est tout d'abord repenser un petit peu les outils de la politique culturelle nationale. L'un des fondements de la politique culturelle en France au cours des décennies passées, c'était la construction d'équipements au cœur d'une stratégie finalement de développement de l'offre culturelle, et avec bien sûr des arguments importants et des effets extrêmement positifs, puisque là encore, la culture est un facteur de compétitivité très, très important. Et pour reprendre un des constats du rapport bien connu maintenant de Louis Gallois, la qualité de vie en France, c'est un atout de poids pour la localisation des entreprises. Le dynamisme et la diversité de la scène artistique et culturelle française sont aussi évidemment déterminants pour l'attractivité de notre pays. Et d'ailleurs, j'étais assez contente que le premier secteur qui soit cité dans le rapport de Louis Gallois au titre de l'excellence et des points forts et des atouts de notre pays, ce soit les industries culturelles. Alors, là aussi, c'est bien l'ampleur de l'offre culturelle qui place la France au premier rang des destinations touristiques, puisque 80% des touristes qui viennent en France viennent pour découvrir notre offre culturelle. Et cela génère 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui place quand même le tourisme à 7% à peu près du PIB, ce qui est loin d'être négligeable. La France compte près de 50 000 monuments historiques, plus de 13 000 équipements culturels de proximité, dont 4 500 bibliothèques, 2 000 cinémas, la moitié d'art et essai, évidemment des centaines de galeries, de centres d'art et près de 500 lieux de spectacle. Il y a aussi eu un effort très net en faveur des musées, puisqu'on a construit plus de 1200 musées, il y en a pratiquement un qui s'ouvre chaque semaine, et on produit 2 fois plus de films et de livres qu'il y a 20 ans. On n'a jamais non plus tant organisé de concerts, de spectacles, d'expositions. Et tout ça, c'est la marque d'une vitalité. Et c'est évidemment tant mieux. Et d'ailleurs, on a pu le constater ici même en Avignon à l'été dernier, puisque malgré la crise, eh bien, jamais la fréquentation du festival, et d'ailleurs de l'ensemble des festivals, n'a été aussi dynamique. Mais cette logique de l'offre, elle a été poussée dans des logiques absurde et sans doute beaucoup trop inflationniste, puisque au cours des dernières années, on a malheureusement grévé les possibilités d'intervention sur l'ensemble du réseau culturel et au service des citoyens, au profit d'un certain nombre de grands projets qui n'étaient, pour la moitié d'entre eux, en tout cas, pour la moitié de leur montant, pas financés. Et en temps de crise, eh bien, l'augmentation de l'offre et de grands chantiers ne peut pas tenir lieu de politique culturelle. Et donc, évidemment, plutôt que d'engager la soutenabilité des crédits de l'État dans une accumulation, eh bien, j'ai fait un choix qui était celui de conserver les moyens de faire vivre la très grande richesse de nos équipements, qui constituent un réseau donc très dense maintenant, dont nous héritons, et de nos structures sur les territoires et sur tous les territoires,
précisément pour préserver et encourager la vitalité des activités économiques liées à la culture. Alors évidemment, la vraie question et le premier enjeu, c'est l'accès de tous à la culture, au patrimoine, à la création, aux œuvres de l'esprit. C'est évidemment l'ambition de l'éducation artistique et culturelle. Et on doit travailler là aussi sur des innovations. On doit travailler par exemple sur les manuels scolaires, sur des supports numériques interactifs, ce qu'on appelle les jeux sérieux, pour ne pas utiliser un anglicisme, serious games. Et par exemple, le musée du Louvre a développé, en partenariat avec une grande entreprise de jeux, un astucieux système d'audio-guide qui permet d'une manière très vivante et interactive de géolocaliser le visiteur. Et évidemment, surtout au Louvre, c'est très utile pour ne pas se perdre, y compris pour ne pas se perdre dans les œuvres. Mais le Centre Pompidou lui-même a aussi développé un remarquable site virtuel, un musée virtuel en fait, qui a sa logique propre et qui est là aussi extrêmement innovant, non seulement par la technique et par la technologie utilisée, mais surtout par la conception même du musée. Et c'est le premier exemple au monde d'un véritable musée virtuel qui n'est pas une simple copie numérique de la visite que vous pouvez faire physiquement à Beaubourg. Vous avez, avec les outils, et notamment avec les travaux sur ce logiciel du web, non pas intuitif, mais sur lequel on se déplace par une série de mots-clés et par le sens, le web sémantique, voilà, c'est ça, c'est le sens en fait des mots que vous entrez qui vous renvoie ensuite sur une série d'œuvres, d'explications, etc. Et le savoir-faire des conservateurs du musée Georges Pompidou est tout à fait intégré dans la conception même de l'outil numérique, puisque ce sont eux qui ont élaboré justement les liens faits par ce web sémantique. Alors, c'est une bonne manière de contribuer à valoriser nos ressources et nos collections. Là, nous avons aussi évidemment à travailler sur les politiques de filière. Et ces politiques de filière, comme dans les autres secteurs industriels, intègrent l'ensemble des segments, des acteurs qui contribuent au développement. Permettre l'égalité d'accès à la culture, c'est aussi assurer la transmission et soutenir la formation au métier de la culture. L'éducation artistique et culturelle est riche et variée. Il y a évidemment un enseignement supérieur dans les domaines de la culture qui dépend du ministère et qui est extrêmement important. Et là aussi, on a besoin de se battre contre des clichés qui ont la vie dure, mais qui font qu'aujourd'hui, un étudiant dépendant du ministère de la Culture, finalement, voit son budget annuel être moitié moindre qu'un étudiant dans une autre filière. Parce que ces clichés, c'est qu'effectivement, ces filières ne sont pas créatrices, ne débouchent pas sur des emplois, etc. Or, chaque année, il y a 5500 étudiants qui sortent diplômés d'un établissement supérieur, artistique et culturel, et 80% d'entre eux obtiennent un emploi qui est directement lié à leur domaine de formation. Il y a même 75% de ces jeunes diplômés qui sont embauchés dès la première année. Et ça, c'est quand même une grande réussite qui montre la pertinence du choix de ces filières, la pertinence des formations qui leur sont dispensées, et aussi bien l'avenir et la pertinence du fait d'investir dans ces filières pour notre pays. Alors, malheureusement, il y a un certain nombre aussi de ces jeunes qui partent et qui s'expatrient pour aller faire, par exemple, du jeu vidéo aux États-Unis, au Canada. Et donc, nous devons là aussi bien rendre plus attractif pour nos jeunes créateurs l'installation la création d'entreprises en France. Et par exemple, on pourrait commencer par conférer le statut de jeune entreprise innovante aux développeurs de jeux vidéo. Alors, sur tous ces sujets, nous allons avoir dans les mois qui viennent l'occasion de pouvoir rénover nos pratiques et nos collaborations. Pour ma part, j'ai engagé des travaux qui devraient aboutir à la rénovation du droit patrimonial avec une grande loi sur le patrimoine à la fin de l'année 2013, mais aussi à un projet de loi d'orientation sur la création pour lequel il y a un travail de concertation avec l'ensemble des professionnels. Et ces deux lois seront aussi le moyen d'avoir un débat devant la représentation nationale, un débat qui est essentiel pour valoriser l'apport de la culture
à notre économie. Bien entendu, tous les dispositifs législatifs qui seront évoqués n'ont pas un impact direct sur l'économie, mais c'est le fait même d'avoir un débat au Parlement qui est en soi un outil et un vecteur politique absolument indispensable et donc précieux. Le second défi, évidemment, que nous devons relever, c'est celui de la transition numérique des industries de contenu culturel. Bon, ce défi est de taille, évidemment. Ça entraîne beaucoup de bouleversements dans l'économie de la culture, dans le domaine du droit d'auteur, dans le domaine aussi, évidemment, du financement vertueux de l'aval qui, jusqu'à présent, payait, contribuait pour pouvoir diffuser ce qui était produit et créé en amont. Évidemment, dans une économie dématérialisée, on ne sait plus très bien sur quoi faire porter ce prélèvement, puisqu'il est en pratique de plus en plus difficile de tracer des échanges numériques. Mais soyons-en assurés, il y aura l'émergence de nouveaux modèles économiques qui vont permettre d'assurer la pérennité et la rentabilité des différents secteurs et des différents acteurs. D'ici l'émergence de ces modèles économiques, nous devons permettre à la transition de s'effectuer dans les meilleures conditions. Dans la presse, par exemple, évidemment, on voit le danger et l'urgence même d'agir face à cette transition. La lecture de la presse papier décroît et les lecteurs sont de moins en moins fidèles. La publicité donc se fait plus rare. Et ce secteur qui générait 1% du PIB national il y a 30 ans vient de passer sous la barre des 0,5 points de PIB l'année dernière. Mais avec 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, la presse reste cependant, même si on l'ignore trop souvent, la première industrie culturelle en France. Le papier décroît donc, mais il n'est pas encore supplanté par des services en ligne dont le modèle économique n'est pas encore rentable. Alors, que faire ? Évidemment, on ne peut pas attendre. Les industries techniques en amont et les diffuseurs en aval souffrent au moins autant que les éditeurs de cette crise très profonde et durable. Et pourtant, et on le voit bien dans le domaine de la presse, plus encore que dans le reste de la création, nous sommes là face à une exigence démocratique de permettre l'expression du pluralisme de la presse. Et c'est pourquoi j'ai, par exemple, proposé évidemment que l'État accompagne la restructuration de la distribution de la presse. Mais la transition impose que l'on s'inquiète de la filière dans son ensemble. Et je dois dire que là, on va évidemment tâtonner, on va faire des expérimentations et toutes ne seront pas couronnées de succès. Mais après tout, un scientifique essaye aussi plusieurs protocoles avant de déposer un brevet. Donc, nous avons essayé des choses. Et par exemple, dans le domaine de la presse, il y a eu une expérimentation pour favoriser la lecture de la presse pour les jeunes. Ça s'appelait Mon journal offert. Le bilan a été tiré de cette expérimentation et on voit que cela, en fait, générait surtout un effet d'aubaine. Et donc, il faut sans doute adopter des mesures plus ciblées. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place, des mesures plus ciblées à destination des jeunes lecteurs. Dans cette optique aussi de soutien à la presse, nous travaillons, et évidemment, et le président de la République lui-même est très engagé sur ce dossier, sur la possibilité de créer un droit voisin pour les éditeurs de presse qui permettrait évidemment de rémunérer le référencement des productions et leur valeur ajoutée sur les réseaux Internet. C'est un chantier là aussi qui commence, pour lequel un médiateur a été nommé, en l'occurrence Marc Schwartz, qui va donc travailler jusqu'à la fin de l'année 2012. Si un accord n'était pas trouvé, eh bien, le président s'est engagé à ce qu'une loi passe pour permettre effectivement que cette création de valeur, qui est le fruit du travail des éditeurs de presse et bien sûr des journalistes derrière, eh bien, ne soit pas intégralement captée par certains sites agrégateurs de contenu et autres acteurs de l'économie numérique. De la même manière, évidemment, il y a un chantier de rénovation du financement de l'audiovisuel,
mais aussi de la musique et du cinéma. Et sur ces questions, bien sûr, vous le savez, la mission menée par Pierre Lescure travaille et donc rendra des avis et des préconisations au premier trimestre de l'année 2013. Mais afin d'optimiser toutes les possibilités qui sont offertes par le numérique, nous engageons aussi, dans le cadre des investissements d'avenir, un nouveau plan de numérisation des œuvres indisponibles. Là encore, l'espace numérique permet de repenser la relation entre le public et les œuvres. Et évidemment, il y a un accord de numérisation qui a été conclu avec Gaumont sur les œuvres cinématographiques. Ça permet de conserver et aussi de valoriser le patrimoine cinématographique français sur l'ensemble des réseaux de diffusion. Il faut, là encore, qu'on ait davantage d'accords qui soient passés avec d'autres détenteurs de catalogues que Gaumont. Et évidemment, parce que l'ensemble de ces projets constitue déjà le socle d'une offre numérique légale, diversifiée, qui n'a pas encore jusqu'ici réussi à émerger. Et le développement de cette offre légale est bien entendu la clé de la lutte contre le téléchargement illégal et l'accès aux œuvres de manière illégale. Plus les catalogues seront larges, diversifiés, riches et faciles d'accès, et évidemment plus les gens iront spontanément vers ces catalogues comme tout public aimant et amoureux de ces créateurs le ferait. Alors, c'est toujours selon cette même logique, évidemment, qu'il nous faut veiller au financement de nos entreprises culturelles, qui se caractérisent évidemment dans presque tous les domaines par une très grande disparité, en taille, en capitaux, en forme juridique. Les industries culturelles, c'est 95% de petites et de très petites entreprises. Et évidemment, les grands groupes sont très rares. Mais les actifs de ces entreprises, qui sont souvent des actifs immatériels, des prototypes, sont difficilement éligibles au mode de financement entièrement privé. Et donc, nous devons imaginer des moyens de financement qui soient adaptés à ces réalités, aux moyens, par exemple, de prêts garantis par l'État, gérés par l'IFSIC, aussi par donc la Banque publique d'investissement, qui va intégrer en son sein l'ensemble des dispositifs existants jusqu'à présent, comme OSEO, bien entendu. Donc par des prêts garantis, mais aussi par des fonds de dotation en capital risque pour accompagner le développement des PME innovantes. Nous avons commencé d'y travailler avec Jean-Pierre Jouyet et avec ses équipes, les équipes de la nouvelle Banque publique d'investissement. Et j'ai vraiment bon espoir qu'on puisse faire un certain nombre de propositions rapides dans ce sens. Jean-Pierre Jouyet est absolument convaincu de la pertinence et de l'importance d'investir dans les secteurs de la culture et des industries culturelles. Là encore, par exemple, la numérisation des œuvres indisponibles réalisées par la Bibliothèque nationale de France bénéficiera des investissements d'avenir qui seront donc gérés par la Banque publique d'investissement, et c'est une excellente chose. Mais il y aura aussi des investissements dans d'autres secteurs, et en tout cas, les industries culturelles auront toute leur place au sein des priorités de la Banque publique d'investissement. Alors, je voudrais aussi terminer par l'occasion qui m'est faite devant vous de pouvoir réaffirmer mon engagement en faveur du mécénat. Et au cours des débats budgétaires, évidemment, ils ont été l'occasion de rappeler notre engagement, n'est-ce pas, cher David, et mesdames et messieurs les parlementaires, notre engagement en faveur de ce système qui permet bien de valoriser le partenariat avec les entreprises, bien entendu, et avec les particuliers, mais c'est parce que c'est aussi un engagement citoyen. Et le mécénat est avant tout, d'ailleurs, un engagement citoyen au service de la culture. On est 30 ans après la création de l'association pour le mécénat industriel, presque 10 ans après la loi de 2003 de Jean-Jacques Aillagon. Et évidemment, plus que jamais, dans cette période budgétaire difficile, on a besoin du mécénat pour le développement culturel de notre pays. Je veux saluer particulièrement le mécénat de proximité, qui est souvent trop peu valorisé et qui permet aussi de soutenir des projets artistiques et patrimoniaux sur tous nos territoires.
Là encore, je suis vraiment convaincue qu'il n'y a pas de grands ou de petits projets, mais il y a seulement des belles et des audacieuses initiatives qui méritent toutes de voir le jour et de trouver leurs partenaires les plus adaptés. Parce que, évidemment, le mécénat, ce n'est pas un acte d'argent, c'est un acte d'engagement et un acte citoyen. Et c'est pourquoi je souhaite que là aussi, on puisse travailler à une charte éthique du mécénat. Évidemment, ce sont les services de la mission mécénat au sein du ministère de la Culture qui pilotent cette réflexion, mais qui se fait évidemment avec l'ensemble des acteurs, afin de consolider le mécénat et ses retombées économiques et de aussi tordre le cou à un certain nombre de caricatures ou d'arguments, en tout cas, qui nous sont opposés lorsqu'on parle de la pertinence de ces dispositifs fiscaux. Alors, vous le voyez, même si, évidemment, les chartes éthiques sont nécessaires et indispensables aussi pour empêcher certains comportements marginaux. Alors, vous le voyez, toutes ces initiatives, elles sont bien sûr autant de raisons d'espérer. Et évidemment, il y a des raisons d'espérer, pas seulement pour la culture, heureusement, mais pour notre pays tout entier et pour l'Europe, bien sûr. Mais la culture, là-dedans, a un rôle éminent à jouer parce qu'elle est porteur d'avenir pour notre économie, pour notre société, porteur aussi d'espoir pour la jeunesse. Et évidemment, ce n'est pas simplement en brandissant de belles idées, mais évidemment en agissant, en expérimentant, en réfléchissant ensemble et en mettant en commun nos énergies et nos expériences. Parce que la culture n'est pas un bien comme un autre, parce qu'on ne peut pas distinguer une culture marchande et profitable d'un côté, et de l'autre côté un secteur public qui serait forcément non rentable. Non, ça c'est une vision totalement erronée. Il faut à nouveau légitimer le rôle de l'État dans l'économie de la culture. Je pense que, bien entendu, les collectivités locales jouent un rôle essentiel, indispensable, mais la politique culturelle doit aussi être menée par l'État. D'abord parce que c'est une garantie d'égalité entre les territoires, et puis aussi parce qu'on a besoin de porter ces concepts forts à l'échelle de l'Union européenne, et que ça doit être évidemment le fruit des acteurs publics d'État. L'intervention publique, elle ne se substitue pas non plus à l'intervention des acteurs privés, mais le mécénat privé ne doit pas non plus être considéré comme un palliatif pour un État défaillant. Il faut considérer que la diversité, le dynamisme, le renouvellement de la création, la diffusion auprès des publics les plus larges constituent évidemment un véritable enjeu démocratique. Je vous remercie de votre attention. J'ai l'impression d'avoir tenu un discours un petit peu différent des discours qu'on peut tenir traditionnellement sur la politique culturelle. Évidemment, cela ne signifie pas que j'ai une conception utilitariste de la culture. Et c'est une grande chance de pouvoir travailler dans nos secteurs, parce qu'avant tout, nous sommes des gens de passion et d'engagement, mais aussi des gens de sensibilité. Donc, ce qui nous émeut dans la culture, c'est d'abord et avant tout cette sensibilité. Mais comme nous sommes trop souvent face à une incompréhension, ou peut-être à une forme de schizophrénie de la part de certains qui peuvent, par ailleurs, à titre personnel ou intime, apprécier des œuvres culturelles, mais quand il s'agit de décision ou d'évaluation de ce qui est important dans l'économie, eh bien, oublient cette partie pourtant importante de leur personnalité. Je pense qu'il était utile et nécessaire d'avoir cette clarification et de pouvoir tracer devant vous les grandes lignes de l'action que je compte mener pour valoriser l'apport de la culture au secteur économique. Merci. Madame la ministre, ces applaudissements sont le reflet de ce que je disais, non pas en vous introduisant, mais en vous remerciant d'être ici. Vous avez ici votre meilleur public, mais je crois que vous l'avez surpris par votre engagement,
personne n'a de doute sur le fait que vous soyez une femme de culture, et je vous remercie, femme de culture, d'avoir parlé d'économie. Alors, vous avez parlé de partage. Et évidemment, comme ministre de la Culture de la France, vous avez parlé de ce qui se passait en France, qui d'ailleurs souvent devrait plutôt être imité et copié, plutôt que de chercher à le rabrouer. Et en face de vous, nous avons pensé qu'il y a quelqu'un qui se définit comme un citoyen du monde. Citoyen du monde très particulier, puisque aujourd'hui, il est plutôt connu comme cinéaste, mais vous avez parlé des architectes. Sa formation est d'abord une formation d'architecte. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il bâtit la plupart de ses films comme un philosophe. Vous aimez les trilogies, la thèse, l'antithèse, et nous espérons ce soir la synthèse. Vous avez parlé de partage, à vous de partager vos expériences, ou plutôt de nous les faire partager. Merci. Et normalement, entre hommes de culture, il n'y a pas de modérateur ou de modératrice, mais finalement, nous avons pensé que Françoise Benamou pourrait introduire ce débat, elle qui connaît, comme vous, et comme vous tous, si bien ces sujets. Merci. Merci mille fois de m'avoir proposé d'animer cette discussion. Je vais peut-être juste dire deux mots très très rapidement sur les rapports entre l'économie et la culture sous un autre angle que celui que vous avez développé de manière si complète, Madame la Ministre. Alors, depuis les temps pas si lointains où les économistes pensaient la culture comme étrangère à leur champ, même Keynes était de cela, et où les acteurs de la culture voyaient l'économie comme un faisceau de contraintes et de menaces, les temps ont changé et dans le fond ce forum en est l'illustration. Et du côté des économistes, David Crosby, professeur à Macquarie University en Australie, ça marche pas ? Merci. Et compagnon de route du forum de longue date, publié en 1994 un article dans une bible, une sorte de bible des économistes qui s'appelle le Journal of Economic Literature. Et il montrait la fécondité de la pensée économique sur la culture. Et depuis lors, les économistes n'ont cessé de travailler sur la culture, de diversifier leurs analyses des secteurs culturels et de mieux comprendre la dynamique et je crois surtout la spécificité des biens culturels. Par exemple, le risque spécifique que prend un réalisateur, un auteur, un éditeur, à chaque fois qu'il publie une œuvre. La culture est ainsi apparue comme un laboratoire de réflexion et d'observation pour l'analyse de l'économie dans son ensemble. Quelques illustrations très rapides, la place du consommateur comme coproducteur, participatif, cofinanceur, on l'a trouvé déjà presque dans les premiers travaux d'économie de la culture et on la retrouvera ensuite dans toutes les théories de la consommation. La théorie de l'addiction, celle des réseaux, les marchés de la télévision, pensés comme des marchés qu'on appelle à double face, une pour l'annonceur et une pour le téléspectateur, ont préfiguré l'économie de l'Internet. L'emploi par projet, qu'on appelle adocratique, un terme assez énigmatique, j'en conviens, bien l'emploi par projet a été caractéristique de la culture avant de l'être dans d'autres secteurs. Il aura donné lieu au régime de l'intermittence. La réflexion aussi sur l'économie de la propriété intellectuelle et j'en passe. J'ajouterai un dernier point peut-être, la réflexion sur le commerce international. Les économistes de la culture ont montré de longue date qu'il augmentait la diversité à l'intérieur des pays et la réduisait un peu entre les pays. Et cette idée, on la retrouve dans le dernier ouvrage de François Bourguignon, qui était chef économiste à la Banque mondiale, à propos des inégalités économiques. Dernier point, la politique publique, nombre de réflexions ont porté sur les outils de l'action publique, sur les frontières entre le marchand et le non-marchand, entre le public et le privé, et sur l'apport réciproque de la culture à l'économie. Et c'est justement cette question des politiques publiques qui sera au cœur de notre débat, avec en arrière-fond le projet du forum, bien sûr, d'identifier des raisons d'espérer, et j'ajouterai des raisons d'agir. Je crois qu'on devait passer un petit film, un petit extrait d'un film d'Amos Gitaï. Peut-être
peut-être tout à l'heure alors. Non, moi je vais d'abord remercier Nicolas qui m'a rappelé que je suis architecte, fils d'architecte. On a parlé ce soir beaucoup des aspects technologiques, des structures d'État qui sont nécessaires. Mais je crois qu'il y a effectivement le rapport citoyen que tu as évoqué, qui doit être subversif. Il faut cultiver la subversion. Sinon, on a des gens qui fabriquent des choses sans âme. Et comme ce soir je vous parle, comme les tambours de guerre du Moyen-Orient, on attend les sons des tambours de guerre du Moyen-Orient, il fallait parler, comme plusieurs films, Kadosh sur les excès religieux, au Kippour sur les surmilitarisations du Moyen-Orient, aux terres promises, le trafic de femmes pour la prostitution, c'est-à-dire il faut que le cinéma et la culture, ils vont être agents actifs, il ne peut pas être neutre. Il faut qu'ils prennent leur place dans ce dialogue compliqué entre la culture et le réel. Et je crois que même dans le Moyen-Orient, on n'a même pas le choix parce qu'effectivement, les histoires volcaniques, les frontières du Moyen-Orient, ils sont dessinées d'une façon pas définitive, ils sont disputés. Et je crois que le cinéma, la littérature contribuent à cette question. Qu'est-ce que doit être le rôle des cultures dans cette zone très conflictuelle? J'ai choisi un tout petit fragment parce que je sais que tout le monde est affamé, alors je ne vais pas être trop long, qui m'a fait plaisir notre chère Jeanne Moreau, qu'elle a lu en lettre qui existe grâce aussi à mon cher éditeur Antoine Gallimard qui est ici ce soir, ma mère Efratia, qui raconte en 1931 comme elle était allée à Berlin, les circonstances de Berlin. Comme le ministre parlait tout à l'heure d'aspects matériels, alors le film existe grâce à Jérôme Clément, qui est à côté, grâce à Véronique Hélin, et grâce à Les Voix existent grâce à France Culture. C'est-à-dire dans le cinéma, il y a toujours des aspects conceptuels et d'aspects matériels. Alors on va essayer de regarder ce petit fragment. Efratia écrit à son père, Eliaou de Berlin, le 22 septembre 1931. Mon cher petit papa, c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette lettre. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive ces derniers temps, je suis si pessimiste. Je peux même me dire que je me sens brisé et épuisé. Papa, je veux t'écrire comme à un ami, j'espère que tu me comprendras. Si l'on considère la première moitié de cette dernière année, elle s'est bien passée. Il est vrai que j'ai beaucoup étudié, j'ai pris part à des excursions, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. J'ai une bande d'amis plein d'énergie, de force et de confiance en eux. Mais la situation du monde, nous vivons une période épouvantable, sans exagérer. Crise, famine de millions de gens dans le monde. Les ténèbres, entre guillemets, règnent. Les corbeaux croassent, l'homme est mauvais. Il est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne suis pas la seule à le penser. Mes amis militants m'envoient des lettres sombres. La peur ne se ressent pas seulement à la lecture des lettres, mais aussi à celle des journaux qui confirment que la paix ne règne pas. En Allemagne, l'atmosphère est explosive. Personne ne sait vraiment ce que demain nous réserve. Une révolution, fasciste ou
communiste, 6 millions de chômeurs, l'hiver est glacial, la panique boursière, je ne t'en parle même pas. Même les tenants les plus optimistes de l'économie bourgeoise ont déchanté. La crise n'a pas encore atteint son point culminant. Je viens de lire ta lettre, papa, celle qui concerne le travail, je l'ai lue avec attention. J'ai pris conscience, moi aussi, que chacun devait avoir un travail, même si à une époque aussi critique, avoir une profession et un diplôme ne garantit à personne de ne pas aller au diable. Je sais très bien que le fait d'avoir de quoi manger, de travailler en étant autonome et de gagner sa vie est le fondement de toute existence. Pour y parvenir, il faut de grandes forces mentales, mais je crois en les miennes et en mes capacités pour me construire une belle vie. C'était magnifique. J'ai envie de vous poser une première question. C'était bien sûr un extrait sur la transmission, une lettre. Vous avez évoqué aussi dans un entretien avec le Forum l'idée que l'artiste pouvait être un guérisseur. Et puis vous parlez dans le même entretien de votre père qui lui aussi était architecte. Et donc il y a comme ça un portrait qui se dessine avec un artiste qui serait à la fois guérisseur, bâtisseur, et puis aussi chargé de transmettre, passeur. Et je me demandais, en regardant cet extrait, transmettre quoi? Quelles raisons? Il y a beaucoup de raisons de désespérer dans votre cinéma, mais il y a peut-être aussi des raisons d'espérer, et lesquelles? Moi, je crois que j'ai hérité de ma mère un sens d'optimisme en face de. C'est-à-dire, si on lit les journaux, on ne peut être que pessimiste. Mais l'utopie et l'optimisme, c'est une sorte d'énergie qu'il faut injecter dans les contemporains pour modifier, pour changer. Alors il ne faut pas tomber, sinon on va tomber dans un nihilisme. Alors il faut, malgré tout, j'arrive des terres qui souffrent beaucoup, que chaque 7 ou 8 ans, on est encore dans ce rituel morbide de notre guerre, de morts, de blessés. Moi-même, j'étais dans la guerre de Kippour. Mon fils était la guerre du Liban, etc. C'est-à-dire ça n'arrête pas. Mais malgré ça, si on ne garde pas d'espoir, qu'est-ce que les perspectives? Alors, je crois que la culture, elle est obligée de... Je fais référence à mon métier précédent, elle doit construire des ponts à travers. Moi, je dois dialoguer avec des cinéastes palestiniens, je dois dialoguer avec des Syriens. Je viens faire une grande conférence il y a une semaine à São Paulo avec Abbas Kiarostami. Les journalistes de Globo, ils veulent qu'on fasse la guerre comme bagarre. On l'a expliqué que l'ennemi il est quelque part autre. Il n'est pas là. Alors, je crois qu'il faut continuer. Il faut mener cette guerre conceptuelle pour modifier des choses. Après, François, vis-à-vis de ta question concrète, je crois que la situation du Moyen-Orient est tellement compliquée et triste. Et c'est la raison que dans les dernières années, j'ai regardé effectivement des gens que je connais bien, mes parents. Parce qu'effectivement, comme j'ai mentionné, je parlais de la religion, je parlais de la guerre, je parlais de guerre d'indépendance à Kedma, etc. Je me suis dit, ces deux types de personnages, ma mère qui est née en Palestine, en Israël, il y a 100 ans, fille de socialistes juifs russes qui arrivaient en 1906 en Palestine avec Ben Gurion, qui, pour bâtir une autre société d'égalité, contre tous les ingrédients réels, ils sont été allés là-bas. C'est-à-dire mes grands-parents quittaient Odessa par bateau à Alexandrie. Et les mythologies familiales disent qu'ils sont pris des chameaux jusqu'à Jaffa. Et là, ma mère était née. Ma mère, c'est la première génération de filles qui parlaient hébreu comme une langue moderne. Et même la création de cette langue hébreu, c'est un acte volontariste d'activer une langue qui était morte, comme le latin.
Et mon père, qui est un immigré, lui, il est né à Silésie, il était au Bauhaus, il était élève de Kandinsky et Gropius, il a travaillé chez Mies van der Rohe. Mais comme les nazis sont montés au pouvoir, ils ont pris 4 étudiants de Bauhaus, ils ont fait une sorte de procès stalinien, ils ont cassé ses dents, ils sont foutus en prison. Parce qu'il était le dé pire des choses, il était un socialiste et juif. L'accumulation des dés était déjà trop. Heureusement, sinon je n'ai pas eu le plaisir d'être ici ce soir, les nazis, parce qu'il était prisonnier très tôt, en mai 1933, il est expulsé vers la Suisse. Il est resté en Suisse, il était protégé par les cycles autour de Paul Klee. Et comme les Suisses commençaient de rendre les Juifs allemands aux Allemands, il a dit qu'il y a le temps d'aller ailleurs. Alors, pour revenir à ta question, comme j'ai déjà parlé beaucoup de grandes histoires de notre région, et je crois que la situation est tellement grave et bloquée, que qu'est-ce que je peux dire de plus, tu vois? J'aime quand même ce pays. Souvent, je ne suis pas d'accord avec la politique officielle, mais j'aime quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais parler sur les biographies dans le sens large de ces deux êtres humains qui ont eu une sorte de naïveté adorable. Un qui veut bâtir le modernisme au Moyen-Orient, et l'autre qui parlait vraiment d'idées d'Israël tout simple, mais minimaliste, moderne, etc. Et à travers de cette histoire à la fois très intime, très personnelle, je vais raconter les distances entre ce désir de cet être humain et les contemporains. Lui-même, cette tension, elle dit quelque chose. Oui, alors c'est un cinéma qu'on voit en Israël, votre cinéma. Et je me posais une question à propos des cinémas du monde. Comment faire en sorte que les films, tous ces films qui sont produits aujourd'hui dans des pays émergents ou dans des pays en évolution ou même en révolution, soient vus par leur public et pas seulement dans des festivals, dans des salles dans le reste du monde et pas finalement par le public qui devrait les voir. Par exemple, une grande partie du cinéma tunisien, les Tunisiens ne le voient pas. Et je pourrais mentionner beaucoup d'autres pays. Et donc, je me demande comment vous voyez l'évolution du cinéma dans ce contexte global, c'est-à-dire à la fois des émergences, des productions incroyablement riches et en même temps cette difficulté de toucher les publics. Comme on est en France, je ne crois pas d'abord que la France lâche son rôle. Elle a un rôle important. Il y a quelques pays qui aident leur propre cinéma. Mais la France aussi aide le cinéma des autres. Ça, c'est très noble. Et c'est vraiment été instrumental que le film que moi j'ai fait, que mes collègues palestiniens, iraniens, taïwanais ont fait, existe. Alors, il ne faut pas laisser tomber ce rôle. De toute façon, même parce que le ministre parlait tout à l'heure des questions stratégiques, pour moi, c'est la seule stratégie noble en face des inondations de produits marketing américains, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui laisse exister aussi des œuvres d'autres langues, d'autres cultures, soutenues par la France comme une autre perspective. Alors, vis-à-vis comment les films sont vus dans leur pays natal, c'est compliqué. Mais je crois que le premier axe, c'est protéger l'œuvre lui-même, qu'il existe. Comme vous savez, il y a certains films que j'ai fait que comme je l'ai fait, c'était pas facile toujours. Et les gens n'étaient pas toujours contents que j'ai dit quelque chose sur la religion à Kadosh et des autres. Je crois qu'il faut rester fidèle à toi-même et de toute façon, il faut être patient aussi. C'est-à-dire l'œuvre circule, c'est-à-dire le fait que le film existe, il existe. Après, à un moment donné, le film tunisien et autres, ils vont trouver leur chemin vers leur pays, ils vont faire le chemin de retour vers leur pays natal. Ça va arriver, il faut avoir de patience. On ne peut pas faire tout de suite. Il y a des pays qui brûlent leur cinéma, qui ne veulent pas cette médium génial et moderne. Mais je crois que l'acte primaire, c'est que préliminaire, c'est qu'il faut que l'œuvre existe, il faut le soutenir, il faut qu'il le montre. Et après, le rapport au pays natal, c'est pas évident. Mais moi, j'ai toujours des doutes sur les gens de mes métiers de showbiz
qu'il aime être aimé par tout le monde. Moi je n'aime pas tout le monde. Alors, pourquoi? Et d'ailleurs, des fois, je suis assez content qu'il y a certains que je n'aime pas, ils ne m'aiment plus. Voilà. Alors peut-être une dernière question, mais cette fois-ci à Aurélie Filippetti. Peut-être un élément de réponse aussi, c'est le numérique qui permet de faire circuler les œuvres. Et je voulais vous demander, Madame la Ministre, quel élan vous souhaitez donner à la France au niveau international? Bien entendu, une large partie de la politique culturelle étrangère de la France est dans l'escarcelle du ministre des Affaires étrangères, mais cela dit, vous avez aussi, vous, beaucoup d'outils pour mener une politique internationale. Alors le numérique en est une, il permet sans doute de transcender les frontières, certains le disent, il y en a sans doute d'autres aussi. Je crois qu'il Je pense que, tout d'abord, juste parce que cette dernière question, je suis tout à fait d'accord avec Amos Guita, et l'important c'est que les films existent déjà. Et c'est vrai qu'en France, on a un système, et c'était un petit peu ce que je voulais dire au moment où j'expliquais l'exception culturelle, qui n'est pas une exception culturelle française, c'est que cette exception culturelle nous permet de produire ou de coproduire un nombre immense de films, puisqu'on est le premier pays au monde par l'ampleur de nos accords de coproduction avec d'autres pays. Et c'est vraiment une grande fierté. C'est noble, comme vous disiez, mais aussi, je pense que c'est important, et c'est important d'un point de vue politique, d'un point de vue géopolitique, et c'est aussi le rôle de la France, donc c'est évidemment essentiel. Puis ces films, ils existent, et même s'ils ne sont pas vus au moment où ils sortent dans leur pays, leur pays de cœur finalement, le fait qu'ils existent a un effet, je pense, un effet très fort sur ces pays eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens savent que ces films existent et ils en entendent parler. Et même s'ils ne les voient pas, le désir de les voir et l'imagination qui peut se créer autour, et donc l'effet en fait d'entraînement que créent ces films, il existe, il est là. Et finalement, en France, on n'a pas vu non plus pendant très longtemps des films comme La Bataille d'Alger, voilà. Et pourtant, on savait que ces films existaient et qu'il fallait qu'ils existent et que c'était bien qu'ils existent. Donc, je crois que ça, c'est évidemment essentiel, même si après, techniquement, avec le numérique, avec les réseaux, on peut utiliser aussi ces outils technologiques pour permettre la diffusion de films dans des pays où la censure existe. Enfin voilà, ça c'est important. Alors après, pour la politique française à l'international, notamment à travers le numérique, mais pas seulement, c'est vrai que je pense que la priorité, ça doit être vraiment de continuer à défendre notre modèle et la place particulière que la culture et la création a en France dans la représentation qu'on se fait de la politique. Donc c'est déjà d'être fidèle à nous-mêmes qui représentera notre premier outil à l'international. Et puis aussi de continuer à développer des accords de coproduction pour le cinéma, des échanges en ce qui concerne la muséographie, les expositions, les festivals, de continuer à accueillir évidemment, et de manière beaucoup plus ouverte que ça a pu se faire au cours des dernières années, des artistes étrangers par une politique de visa pour les artistes. Moi, j'aimerais qu'on ait une catégorie de visa artistes pour faciliter justement les allées et venues des artistes vers notre pays, parce que c'est pas normal que les œuvres circulent plus facilement que leurs créateurs, par exemple. Et évidemment, ça c'est essentiel. En matière de numérique, le combat, il est beaucoup à Bruxelles aujourd'hui, parce que la Commission européenne a une vision qui est trop exclusivement un réseau et pas assez ce qui circule sur les réseaux. C'est un terme assez laid que le terme de contenu, mais enfin, il est totalement illusoire de considérer qu'il peut exister un Internet nu, comme on dit. L'Internet nu, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des choses qui circulent sur les réseaux, sinon il n'y aurait pas de réseau. Et donc, privilégier une vision
techniciste, avec un peu ce fétichisme de l'équipement, du développement absolu des réseaux, sans s'intéresser au financement des contenus et donc de la création et des œuvres, eh bien, c'est avoir une politique qui est contradictoire, enfin, en tout cas qui n'est pas cohérente, parce que c'est parce qu'il y a des œuvres aussi qui circulent que les gens ont envie et ont besoin d'être équipés en réseau. Donc je pense qu'il faut effectivement avoir pouvoir porter très fortement ces questions qui sont liées précisément à l'impact de la création, non seulement pour l'épanouissement, pour l'accès à la liberté de création, à la liberté d'expression, et aussi pour ces impacts économiques très nets sur le reste de nos secteurs d'activité. Je pense que le combat, il est à Bruxelles, parce que on le voit dans le domaine du cinéma, avec les menaces qui pèsent sur le financement du cinéma par la TSTD, la taxe sur les services de télévision distributeurs. On le voit avec le livre, sur la TVA sur le livre numérique, mais aussi les interrogations sur le prix unique du livre numérique. Enfin, on le voit aussi avec les aides d'État, enfin toute la thématique des aides d'État, de la territorialisation aussi des aides. Bref, on a un ensemble très large et très touffu de réglementations, même en matière patrimoniale d'ailleurs, qui aujourd'hui sont menacés par une vision exclusivement centrée sur le marché ou la concurrence. Donc notre but, c'est d'expliquer que ce n'est pas pertinent d'un point de vue économique et même du point de vue de la concurrence, que les nouvelles technologies peuvent contribuer à l'émergence d'acteurs, enfin, qui ont déjà émergé d'ailleurs, mais enfin en tout cas finalement au renforcement de situations qui sont tout simplement des abus de position dominante et qui donc ne sont pas favorables même à la concurrence elle-même, même si on se passait de ce point de vue-là et de ce seul point de vue-là. Merci pour cette réponse très complète. Je me tourne vers le président Seydoux. Je crains qu'il soit très tard et qu'on ne puisse pas malheureusement continuer cette conversation et la continuer aussi avec la salle. Mais je pense que ces 2 jours seront l'occasion de continuer de discuter et d'approfondir toutes ces questions. Merci.